Confrontation de points de vue ce soir entre Éric Delannoy et Éric Heyer. On va revenir à froid sur ce qu'a proposé le gouvernement lundi dernier pour les salariés dits de la deuxième ligne, les petits salaires particulièrement exposés à la pandémie. Les entreprises pourront leur verser une prime de 1 000 € en 2021, mais j'ai bien dit pourront parce que ce n'est pas une prime obligatoire, ce qui rassure le MEDEF, ce qui inquiète les syndicats, vous l'imaginez bien. Avant d'en parler avec nos invités, les faits et les réactions, c'est avec Aurélien Romano. La deuxième ligne, ce sont les éboueurs, les caissiers ou encore les livreurs. Pour eux, la prime Macron pourra monter à 2 000 €. Cette prime, défiscalisée et exonérée de cotisations sociales, s'élève déjà à 1 000 € pour les bas salaires. Les travailleurs de la deuxième ligne devront bien entendu en être les bénéficiaires privilégiés. Il s'agit de manifester une reconnaissance aux salariés dont la présence au travail s'est avérée indispensable pour assurer la continuité économique du pays tout au long de la crise. Mais l'État n'est qu'incitateur dans cette affaire. Le versement de la prime sera au bon vouloir des entreprises. Pour le MEDEF, beaucoup d'entre elles sont déjà en grande difficulté, donc aucun engagement n'est pris. Si vous voulez, c'est l'année où le sujet, c'est comment on va pouvoir maintenir des augmentations de salaire ou des primes, alors que la plupart des entreprises, encore une fois, il y a des exceptions, seront dans une situation financière difficile. Et j'ajoute, pardon... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises vont pas la verser cette prime? Je ne sais pas vous dire, et je ne peux pas répondre pour toutes les entreprises. Les syndicats craignent que les entreprises ne jouent pas le jeu. Ils auraient souhaité un dispositif plus contraignant afin de garantir le versement effectif de cette prime à ceux qui en ont réellement besoin. Nous avons souhaité qu'il y ait un droit de retour du gouvernement de l'État si jamais les branches ne s'y engageaient pas. Je pense que sur un certain nombre de sujets, il faut que l'État soit plus intervenant. Droit de retour, ça veut dire quoi? Des sanctions? Oui, ça veut dire qu'en tout cas, il y a une contrainte beaucoup plus forte de l'État sur ces branches professionnelles. Ça n'a pas été retenu. L'an dernier, la prime Macron avait bien été versée à 5 millions de personnes, mais qui avait touché en moyenne 458 €, donc assez loin du plafond de 1 000 €. Pour le match des idées ce soir, Éric Delannoy, bienvenue. Vous êtes économiste et président du cabinet Tenzing Conseil. Éric Heyer, bienvenue, économiste également, directeur du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Éric Heyer, une prime non obligatoire, c'est comme s'il n'y avait pas de prime? Non. Alors, surtout, si vous l'incitez un peu, si vous la désocialisez, c'est-à-dire que si vous ne payez pas un certain nombre de cotisations ou si vous la défiscalisez, ça peut être un peu incitatif. Donc, on a envie de dire, c'est mieux que rien, une prime. Mais vous voyez, il faut quand même se souvenir quand même de pourquoi on la met en place. C'est pas uniquement pour maintenir un pouvoir d'achat, etc. C'est qu'on s'est bien rendu compte pendant cette crise, tout de même, qu'il y avait un certain nombre de métiers qui n'étaient pas payés à leur juste valeur, que c'était pas une notion de productivité qu'il fallait avoir, mais une notion d'utilité sociale, et qu'il y avait certains métiers qui étaient extrêmement utiles à la société et qui étaient extrêmement mal rémunérés. Et donc, il fallait revaloriser ce type de métier-là. Alors, est-ce qu'on le fait par une prime? Vous voyez, une prime, le problème, c'est que c'est que ponctuel. Ça ne sera pas donné à tout le monde. Et vous voyez, si vous êtes une entreprise qui se porte bien, elle peut donner cette prime. Si vous êtes dans une entreprise qui ne se porte pas bien, elle n'aura pas, alors que vous faites potentiellement le même métier. Vous voyez, bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est pas simple comme façon de faire, mais je pense qu'il faut réfléchir tout de même à comment on valorise ce type de métier, parce qu'effectivement, peut-être qu'on aura plusieurs pandémies et que ces métiers-là seront toujours en première ou deuxième ligne. Et il va bien falloir qu'à un moment, on incite les grilles salariales à prendre en compte cette utilité. Et les primes, vous voyez, ça n'ouvre pas des droits forcément dans tout notre modèle social. Donc il va falloir quand même qu'on réfléchisse à cela. La prime, c'est quelque chose qui est insuffisant de ce point de vue. C'est pas une remise à plat des échelles de valeur. C'est intéressant que vous disiez ça, parce qu'en entendant parler de cette prime, moi, ça m'a rappelé un entretien que j'avais eu avec Dominique Méda, sociologue, et qui avait eu ce genre de réflexion et qui nous avait dit on peut organiser un resserrement des salaires, c'est-à-dire une forme de vase communicant avec les rémunérations exorbitantes de certaines professions qui se sont révélées particulièrement invisibles et inutiles pendant cette crise. On peut aussi utiliser l'instrument fiscal, c'est-à-dire augmenter à la fois l'impôt sur le patrimoine, sur la fortune, et créer de nouvelles tranches d'impôts sur le revenu pour organiser la rémunération d'un service rendu très important. On est là sur la question de l'échelle des valeurs. Qu'en pensez-vous, Éric Delannoy? Je reconnais bien Dominique Béda quand même sur son positionnement effectivement sur l'échiquier politique. Et néanmoins, sur le fond, il y a un vrai sujet de revalorisation d'un certain type de métier. Le problème, c'est que l'utilité économique et l'utilité sociale aujourd'hui ne coïncident pas. Aujourd'hui, pour une entreprise, un marketeur de Coca-Cola apporte plus de valeur à l'entreprise Coca-Cola qu'un travailleur social
social. C'est dommage, mais c'est malheureusement comme ça. Mais est-ce qu'on peut le revoir ? Et donc c'est toute une architecture économique qu'il faudrait revoir, et ça c'est très compliqué. Les vœux pieux qui consistent à, de manière autoritaire, resserrer les salaires, on essaie de le faire dans l'économie sociale et solidaire, puisque je vous rappelle qu'il y a des statuts qui existent, qui exigent, pour obtenir ce statut-là, d'avoir un resserrement justement des salaires de 1 à 20. On estime aujourd'hui que c'est un peu la norme acceptable. Il faut savoir qu'à la grande époque, Ford, qui était un des grands capitalistes, disait que quand on dépassera les rapports de salaire de 1 à 100, on obtiendra des émeutes sociales, parce que ce ne sera pas social socialement. Aujourd'hui, certaines entreprises comme Google, on est de 1 à 1000. Donc c'est vrai qu'on peut... Sauf que le faire de manière autoritaire, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut faire par la responsabilité. Aujourd'hui, la loi Pacte va dans ce sens-là. C'est amener par la responsabilité à prendre conscience que les entreprises ont un enjeu social. Vous dites qu'il y a un travail de fond quand même qui a commencé. Il y a un travail de fond qui a commencé, qui n'est pas suffisant, mais aller plus vite, c'est risquer de casser la machine. Un exemple très concret, pour reprendre cette prime Macron, elle est bien sur le fond, mais j'ai peur que si on en fait quelque chose pour reconnaître une deuxième ligne, d'abord on exclut un ensemble de professions qui, deuxième ligne pas essentielle, on va vite tourner vers des sujets un peu compliqués de se dire est-ce qu'il y a des métiers utiles ou inutiles. Je ne suis pas d'accord pour aller dans ce sens-là à titre personnel. Deuxièmement, la prime Macron, c'est peut-être aussi le moyen de bloquer l'ouverture sur la revalorisation salariale, parce que beaucoup de gens, en termes, notamment le patronat, en termes d'opportunités, vont se dire c'est à ma main, je peux la payer ou ne pas la payer, c'est effectivement extrêmement flexible, donc pourquoi j'irais vers une revalorisation plus compliquée à mettre en œuvre par branche. Et donc mine de rien, il peut y avoir des effets contre-productifs très importants à faire en sorte de la mettre en étendard, plutôt que de se dire c'est effectivement revalorisons pour les entreprises qui le peuvent, parce que là, M. Roux Bézieux a à la fois raison et pas raison. Il a raison sur le fait que toutes les entreprises ne pourront pas le faire, mais néanmoins, ceux qui étaient en deuxième ligne appartiennent toutes quasiment à des entreprises qui ne font pas partie des secteurs sinistrés. Oui, aujourd'hui, la grande distribution, mais oui, et ils vont faire beaucoup de bénéfices. Éric Heyer. Oui, mais il va falloir... Je suis assez d'accord. Globalement, ces entreprises-là ont les moyens de le faire, ont touché quand même un certain nombre d'aides. Même dans un premier temps, quand même, les aides ont été générales et pas ciblées sur celles qui se portaient pas bien. Donc même ces types d'entreprises ont pu avoir des aides, et donc c'est peut-être un juste retour des choses. Moi, je pense que tout de même, il va falloir qu'on aille un peu plus loin dans la présence des salariés dans les conseils d'administration pour justement éviter ces dérives. Effectivement, je suis d'accord avec vous. On est allé à des écarts de salaire exorbitants, et pourtant la tension sociale n'est pas là, ou pas plus que là, parce qu'on n'est pas au courant, tout simplement. Personne ne sait exactement combien est payé. Et vous voyez, parce que quand il y a des enquêtes aujourd'hui sur qu'est-ce que vous pensez être raisonnable, ça va de 1 à 25 et à 30, jamais de 1 à 1000, donc les gens ne savent pas que ça va de 1 à 1000. Et donc du coup, il faudra un peu plus de transparence sur les rémunérations aussi. Ça veut dire que les salariés doivent être à l'intérieur de ces conseils d'administration, pas forcément pour prendre les décisions, mais pour observer ce qui s'y passe et pourquoi pas, un peu peser dans ces décisions-là. Donc je pense qu'il y a toute une réforme à avoir. Encore une fois, la prime... Je vois bien, on ne peut pas augmenter le SMIC, vous voyez, donc effectivement c'est un peu compliqué d'augmenter le SMIC aujourd'hui. C'est l'eau de consolation, quoi. Et donc c'est un lot de consolation, mais qui ne va pas jusqu'au bout de l'histoire. Effectivement, on préférerait qu'il y ait une augmentation du SMIC, pas de façon autoritaire, mais bien négociée, et que les salaires du bas soient un peu plus revalorisés. Mais là, vous voyez qu'on est en train d'inciter les chefs d'entreprise, il faut aller beaucoup plus loin là-dessus. Ça avance un peu quand même, parce que quand vous prenez le comité AFEP-MEDEF, qui est en fait ce comité d'éthique qui n'a pas valeur de loi, mais qui est une recommandation pour les patrons, des recommandations de gestion. Et quand on voit le travail qui est fait sur la gouvernance ESG, environnementale, sociale, gouvernance, au niveau européen, on prend déjà en compte ces aspects-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe dans les grandes entreprises des comités de rémunération. Maintenant, il y a une obligation à publier les salaires, les 10 plus gros salaires de l'entreprise. Donc ça commence à venir quand même. Maintenant, effectivement, le sujet important, c'est comment, petit à petit, on fait coïncider l'utilité économique et l'utilité sociale. Et ça, c'est un chantier qui est un chantier sociétal gigantesque. Les jeunes souffrent aussi financièrement de cette crise. On en a beaucoup parlé. On a tous été frappés par ces images de files d'attente devant les banques alimentaires. Et si on mettait en place pour eux des tickets resto, ce n'est pas mon idée, c'est l'idée du sénateur centriste Pierre-Antoine Lévy qu'on accueille tout de suite dans ce match des idées. Bienvenue et merci d'accepter de participer ponctuellement à ce match des idées. Est-ce que vous pouvez d'abord nous en dire plus peut-être sur cette proposition de loi que vous avez déposée ?
Oui, alors cette proposition de loi a été également déposée par Anne-Laure Blin, qui est députée de Maine-et-Loire. Elle a déposé cette loi à l'Assemblée nationale le mois dernier. Nous sommes rentrés en relation tous les deux. J'ai également auditionné les représentants du syndicat étudiant uni qui avaient cette idée de mettre en place un ticket restaurant étudiant depuis plusieurs années. Donc j'ai eu l'idée, j'ai déposé cette loi au Sénat. Donc cette loi a été déposée la semaine dernière. Elle a été co-signée par 79 sénateurs de 4 groupes politiques différents, ce qui montre bien que sur ce sujet-là, tout le monde est capable de se retrouver. Concrètement, c'est quoi? C'est un ticket restaurant qui serait acheté par l'étudiant auprès du Crous et l'État abonderait de la même somme, 3,30 € chacun, c'est ça? Aujourd'hui, un ticket restaurant d'une valeur faciale de 6,60 € serait à charge de l'étudiant à 50% et le reste à la charge du Crous. Aujourd'hui, quand vous achetez un repas dans un restaurant universitaire, le repas est à 1 € momentanément, puisque bien sûr, depuis le mois de janvier, le président de la République a étendu ce repas à 1 € aux étudiants boursiers et à tous les étudiants, mais sinon ça coûte 3,30 €. Par contre, il n'y a pas de restaurant universitaire partout. Il y a beaucoup de villes moyennes qui n'ont pas de restaurant universitaire, donc les étudiants ne peuvent pas avoir accès à cette restauration à 1 € ou à 3,30 €. Donc l'idée de ce ticket restaurant, c'est de rétablir cette injustice, cette inégalité, et permettre donc à tous les étudiants, puisque ça s'applique à tous les étudiants, d'utiliser ce ticket restaurant partout, dans tous les endroits où on prend le ticket resto. C'est à peu près calqué sur le même modèle que le ticket resto entreprise. Vous l'avez financé, cette mesure? Elle coûterait combien? J'ai envie de vous dire que ce n'est pas forcément un problème de financement, puisque si tous les étudiants aujourd'hui de France se rendaient à manger à midi dans un restaurant universitaire, ils auraient droit au repas à 1 €. Donc ce n'est pas un problème de financement, puisqu'ils ont accès à cette offre. C'est simplement qu'ils ne peuvent pas en profiter, puisqu'il n'y a pas de restaurant universitaire partout. Je rappelle également que le président de la République a dit encore récemment, il y a le fameux « quoi qu'il en coûte ». Nous sommes en train de parler de notre jeunesse. Est-ce que vous trouvez normal de voir des jeunes faire la queue devant des banques alimentaires, de faire la queue devant les restaurants du cœur? Encore hier, des reportages montraient des étudiants qui n'avaient même pas de quoi s'acheter un dentifrice, s'acheter des produits d'hygiène de première nécessité. Donc là, on est en face vraiment d'une crise terrible. Les étudiants aujourd'hui sont dans une précarité la plus totale. Beaucoup n'ont plus de petit travail pour financer leurs études. Donc je crois que le vrai problème aujourd'hui, c'est maintenant leur donner du pouvoir d'achat. Et je compte sur le gouvernement pour trouver les financements nécessaires pour financer cette idée de ticket resto. Restez avec nous, évidemment, on va continuer d'en discuter en plateau et vous manifestez si vous souhaitez réagir. Éric Heyer, c'est une bonne idée, ça va donner un coup de pouce aux étudiants? Non, mais c'est une bonne idée. Encore une fois, est-ce qu'elle est suffisante? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée. Effectivement, aujourd'hui, alors il faudrait peut-être un peu la cibler, mais vous avez à peu près 250 000 étudiants qui travaillent en même temps que leurs études parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc là, c'est une catastrophe pour cela. C'est peut-être une catastrophe pour les autres, mais pour ces 250 000, il y a un grand risque qu'ils arrêtent même leurs études parce qu'ils ne peuvent pas le financer. Et donc, c'est une catastrophe pour eux. C'est une catastrophe pour l'avenir de l'économie française. Vous voyez, quand on arrête les études, on va être moins productif. C'est pas une bonne chose de voir des étudiants arrêter leurs études. C'est un cerveau en moins pour la société. Et bien sûr. Et donc, du coup, pour la productivité de demain, ce n'est pas bon. Donc, bien entendu qu'il faut aider en priorité ces 250 000 qui, déjà, on sait très bien que quand on travaille en même temps que ces études, on a une probabilité de réussite qui est plus faible. Bon, et donc, ces personnes-là, il faut doublement les aider. Donc, ça passe bien entendu par accéder à des repas tous les jours et être bien nourri, mais aussi être bien logé. Et donc, effectivement, on pourrait à côté, accompagné de cette idée de ticket restaurant, aussi les aider à se loger correctement et de rester dans leur chambre universitaire s'ils n'ont pas les moyens quand même de financer cela. Donc il faut aller bien au-delà. Alors peut-être que d'un point de vue du coût, il faut le cibler. Vous voyez, vous avez quand même des étudiants qui ne sont pas dans cette difficulté-là, qui ont la chance d'avoir des parents qui les logent, qui les nourrissent, etc. Donc, bon, on pourrait quand même un tout petit peu les cibler et mettre réellement l'accent sur ceux qui ont des grosses difficultés aujourd'hui et qui vont décrocher. Et ça, c'est une catastrophe pour la jeunesse. Pas vraiment pour tous les étudiants, Éric Delannoy? Alors, pas vraiment pour tous les étudiants. Enfin, les conditions, effectivement, de mise en œuvre de ce sujet est important à garder. Moi, je voudrais soulever 2 points. Le premier, je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'il ne faut pas oublier que le logement pour les étudiants, c'est 3 fois le budget alimentaire. Et que, effectivement, dans le cadre de la crise actuelle, c'est plutôt le logement dont ils auraient besoin qu'une nouvelle bonne idée, qui est une très bonne idée, sur l'alimentation. Bon, ça, c'est un premier point. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que des bonnes idées, on en a beaucoup. Mais après, c'est l'exécution. L'exécution, pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que dans cette crise, ce qui a fait défaut depuis 1 an,
c'est des problématiques d'exécution. Exécution sur les masques, exécution sur la vaccination. Là, on est en train de mettre en place une bonne idée qu'il va falloir voter, qu'il va falloir budgéter. Si en plus on met des conditions de ciblage, il va falloir le mettre en œuvre. Ces conditions de ciblage, elles vont être difficiles à mettre en œuvre parce que dans les régions, il n'y a pas toutes les mêmes infrastructures pour que les étudiants puissent y avoir accès à cette offre-là. Bref, je suis curieux de savoir comment on va faire en sorte que cette mesure soit mise en œuvre avant l'année prochaine, alors que c'est maintenant que ces étudiants-là ont besoin de faire quelque chose. Peut-être que vous pouvez nous répondre sur ce point, Pierre-Antoine Lévy. Quel est le chemin parlementaire de cette proposition de loi et à quand une application concrète ? Alors tout d'abord, pour revenir sur ce que vient de dire un de vos invités, moi je suis pour que le ticket restaurant soit voté pour tout le monde. Ensuite, avec un regard particulier pour les étudiants les plus précaires. On parle de repas à 1 euro, on peut imaginer qu'on laisse le financement de l'étudiant à hauteur d'1 euro sur le ticket restaurant pour les étudiants les plus précaires. Vous avez raison de dire que c'est le logement également une problématique, mais c'est aussi le fait de se faire à manger, de ne pas avoir assez pour manger tous les jours. Ce que j'ai proposé dans ma proposition de loi, c'est tout simplement d'essayer de la voter le plus vite possible au Sénat. Si elle est votée en juin au Sénat, elle peut arriver rapidement à l'Assemblée nationale. Ensuite, elle est votée dans une niche, soit dans la niche de la députée Anne Orblin, soit dans un groupe qui peut éventuellement l'accueillir. L'idée, c'est qu'elle soit votée avant la fin de l'année, bien évidemment, parce que c'est maintenant que les étudiants en ont besoin, c'est pas dans 2 ans. Il faut également garder cette bonne idée d'avoir le repas à 1 euro en attendant pour tous. Je crois que ça, c'est une obligation aujourd'hui qu'il faut avoir. Je rappelle également que 80% des cours sont en distanciel. Et il y a donc des urgences de trouver des solutions pour permettre à des étudiants d'acheter à manger. Les étudiants qui sont en distanciel n'ont pas accès au restaurant universitaire. Donc il faut aller très vite. Il ne faut pas attendre 1 an pour que cette loi soit votée. Éric Delannoy ? Vous voyez que, malheureusement, on a l'illustration de ce que j'évoque là, c'est qu'on va se retrouver avec une mesure qui, dans le meilleur des cas, rentrera en œuvre début d'année prochaine, milieu d'année prochaine, et je ne vous parle pas des inégalités qu'il va y avoir entre les territoires, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est encore trop lent. Mais c'est incroyablement lent, et la leçon de cette crise, si on doit en tirer une, c'est quand est-ce qu'on va débureaucratiser tout ça ? Quand est-ce qu'on va mettre en place un État qui soit capable d'être réactif pour faire face à des crises ? Parce qu'une crise comme celle-là, malheureusement, je crains que dans les 10 prochaines années, on en aura d'autres. Et on ne peut pas continuer à avoir de bonnes idées et d'être incapable de les mettre en œuvre dans de bonnes conditions. Et on s'arrêtera sur ce thème. Merci infiniment, Pierre-Antoine Lévy, d'y avoir participé ponctuellement. On va enchaîner avec le 3e thème de ce match, messieurs. Il concerne Uber, le géant américain de réservation de voitures. Pour la première fois de son histoire, il reconnaît à ces chauffeurs britanniques, un statut de travailleurs salariés. Concrètement, ça veut dire que depuis ce matin, 70 000 Britanniques bénéficient d'un salaire minimum et de congés payés. Cela bouge d'ailleurs un peu partout en Europe. En Espagne, un décret va reconnaître le statut de salarié de plein droit pour les coursiers des plateformes de livraison de repas à domicile, donc Deliveroo, Uber Eats. Il s'agit d'une loi pionnière en Europe, a déclaré la ministre du Travail espagnole. Et en France, alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on a le sénateur socialiste Olivier Jacquin qui a fait une proposition de loi, mais pour lui, le gouvernement protège les plateformes. Écoutez. Mon groupe politique au Sénat a réussi par 2 fois à dire au gouvernement, par le Conseil constitutionnel, que ces lois n'allaient pas. Par 2 fois, le Conseil constitutionnel a dit « Mais non, Madame la ministre, ça ne va pas ». Et là, il continue encore et encore à tenter de protéger les plateformes, plus que les travailleurs des plateformes. Éric Heyer, est-ce qu'on peut considérer que le gouvernement français a tendance à être trop conciliant avec les plateformes au détriment des travailleurs indépendants qui n'arrivent pas à accéder à un statut ? Mais c'est vrai que le statut de ces indépendants, ça va être, en tout cas de ces travailleurs indépendants, ça va être quelque chose, parce que en fait, il y a d'un côté le salarié, d'un côté les indépendants qui existent, et puis eux, ils sont un peu au milieu. C'est-à-dire que globalement, ils sont indépendants juridiquement, mais on voit très bien qu'ils sont dépendants économiquement. C'est-à-dire que c'est les plateformes qui décident quelque part de leurs revenus. Et donc, cette dépendance économique fait qu'effectivement, il faudrait qu'on leur trouve un statut qui les protège, puisqu'ils sont dépendants économiquement. Mais ils n'existent pas depuis hier, on met du temps quand même. Oui, on met du temps parce que globalement, si on commence à créer un 3e statut, il y a quand même une énorme crainte que beaucoup de salariés passent dans ce statut-là, que beaucoup d'entreprises se les mettent là, et donc ça serait une précarisation des salariés aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est assez compliqué, donc ça doit être vraiment du sur-mesure et du cas par cas. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc il faudrait essayer d'envisager, enfin il y a des pistes, mais d'envisager finalement ces plateformes comme une boîte d'intérim. Vous voyez, il y a un intérimaire dans une boîte
d'intérim, il y a la société d'intérimaire, il y a la personne qui travaille pour l'intérim, et puis il y a le client. Les plateformes, ça serait un peu comme une boîte d'intérim, et donc il va falloir qu'on trouve ce statut. Et vous voyez, maintenant on parle même de CDI intérimaire. Donc vous voyez, petit à petit, on arrive à mettre un statut sur ces plateformes. Il va falloir aller là. Donc attention à ne pas créer un statut dans cette zone grise. D'accord. Attention, parce que globalement, on va mettre beaucoup de personnes là-dedans et essayer de trouver comment on rémunère cette dépendance économique, comment on protège cette dépendance économique. Ou alors que ça vienne d'Uber, mais sous la pression de la justice, comme ça a été le cas en Grande-Bretagne. Le problème de la pression de la justice, c'est qu'elle rend des jugements qui sont sur, j'ai envie de dire, l'ancien monde. On est en train d'essayer de faire rentrer au chausse-pied une nouvelle manière de travailler, et on va voir que pour le moment, on n'y est pas, sur comment on protège. Bien sûr que c'est le début. N'oublions pas qu'entre 2010 et 2020, on est sur x5 en termes de plateforme. Donc c'est pas quelque chose qui est en train de se développer. Ça se développe exponentiellement. Pourquoi ? Parce que beaucoup de jeunes qui ne se retrouvent pas dans le salariat par rapport à la protection, à la dépendance hiérarchique, par rapport à beaucoup de sujets qui ne plaisent pas à beaucoup de personnes, ils veulent pouvoir maîtriser leur destin, monter leur entreprise et faire en sorte de pouvoir faire leur job. Maintenant, effectivement, l'innovation est toujours en avance sur la réglementation. Et aujourd'hui, on essaie de traiter ces nouveaux travailleurs qui proposent une nouvelle forme de travail avec les outils d'hier. On va devenir des travailleurs, on va les salarier. Ce qui se passe en Angleterre est juste hallucinant. On va en faire des travailleurs de plateforme, ça va devenir des salariés. En quoi est-ce gênant ? Mais c'est gênant par le fait qu'on ne reconnaît pas à ce type de travail, à cette émergence d'un nouveau type de travail, sa spécificité, qui est à la fois une spécificité autour d'un désir personnel d'autonomie et qui peut être aussi à la fois une flexibilisation plus importante par rapport à des métiers classiques. Ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, l'autre blocage réglementaire, c'est que forcément, ils sont travailleurs indépendants, donc ils dépendent du Code du commerce. Et le Code du commerce interdit d'avoir des conventions collectives de travailleurs qui se mettraient ensemble parce qu'il y a une notion de cartel et donc d'entente illicite. Bref, encore une fois, on est sur une réglementation qui est en retard sur les nouvelles formes de travail. Ce qui me semble important, c'est justement de profiter de cette zone grise pour essayer d'inventer un nouveau système qui protégerait. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça a déjà été fait dans d'autres systèmes. Uber, parce que justement ils sont dans cette relation avec les travailleurs, ils vont prendre une partie des marges considérables qu'ils ont, puisque effectivement ils appauvrissent. Enfin, le transfert de valeur, il est hallucinant entre ces gens-là qui sont totalement appauvris et des plateformes qui jouent sur leur rendement croissant. C'est qu'une partie de leur marge, ils les mettent dans des fonds, que ce fonds soit là pour protéger, mettre au service une protection sociale, des formations, mais le travailleur pourrait y accéder de manière libre, sans avoir un lien de subordination par rapport à la plateforme. Je pense que c'est vers ça qu'il faudrait réussir à aller. C'est compliqué, ça prendra du temps, mais néanmoins, on va enfin reconnaître une nouvelle forme de travail qui n'est pas le salariat et qui n'est pas l'entrepreneuriat. Oui, une façon de faire, c'est au lieu de... Il y a eu deux mots importants qui ont été dits, de mon point de vue, il y a subordination et autonomie. Vous voyez, ce que veulent les jeunes, c'est pas être indépendant, c'est être autonome. C'est différent. C'est-à-dire appartenir à une structure, ça les gêne pas. En revanche, il faut être autonome par rapport à cette structure. Et donc, c'est pas un lien de subordination qu'il faudrait mettre en place, mais un lien juste de contrôle. C'est-à-dire que je décide, moi, de ma durée du travail, de mon lieu de travail, d'un certain nombre de choses. Mais tout en ayant la protection. Et ensuite, mon employeur, s'il est d'accord avec cela, d'accord, donc c'est qu'à lui, me contrôle. Ok, tu dis que tu travailles ici, ok, tu dis que tu travailles tant d'heures, ok, je te contrôle, mais du coup, je te protège aussi. Mais donc, on change le lien, c'est plus la subordination, c'est du contrôle, et donc c'est une autonomie contrôlée. D'accord, mais du coup, c'est pas de l'indépendance non plus. Donc, vous voyez, et là, peut-être que l'intégralité des salariés pourrait vouloir aller vers cette autonomie contrôlée plutôt que vers cette indépendance ou ce lien de subordination. Et ça, effectivement, c'est assez passionnant à y réfléchir. Il faudrait qu'on y aille. Vaste chantier. Quatrième thème de ce match, messieurs, l'éviction d'Emmanuel Faber. On en a beaucoup parlé en début de semaine, désormais ex-PDG de Danone donc. Il était dans le viseur de quelques actionnaires qu'il jugeait responsables de mauvaises performances du groupe, en perte de vitesse à cause de la crise sanitaire. L'annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre, d'autant plus que l'homme prônait ce qu'on appelle un capitalisme social, un capitalisme humain. Laurent Berger a d'ailleurs fait part de ses craintes, c'était hier sur notre plateau sur Public Sénat, écoutez.
Nous, on était très attachés à la gouvernance. Ça ne veut pas dire qu'on était attachés à l'homme, même si moi j'ai beaucoup de estime pour Emmanuel Faber. La gouvernance, c'était quoi ? C'était de considérer qu'une entreprise, c'est pas simplement un but de rentabilité à tout crin. Ça a aussi une responsabilité sociale et environnementale. Si l'éviction de M. Faber, c'est la contradiction de ce qu'est historiquement Danone, j'ai beaucoup de craintes. Il y a des raisons d'être inquiet, Éric Delannoy ? Alors, à titre personnel, je pense pas. Je pense qu'il y a un énorme contresens qui est véhiculé actuellement sur l'éviction d'Emmanuel Faber. Au contraire, ce que dit Laurent Berger est très intéressant. La loi, aujourd'hui, protège les engagements que prend Danone en termes social et environnemental. C'est avec la loi Pacte, la société à mission. Et il faut rappeler que ce n'est pas une démarche qui est très récente, qui est venue comme ça. C'est depuis 2005 chez Danone qu'ils ont réfléchi à ce sujet. Et cette mise dans les statuts qui va protéger les engagements sociaux et environnementaux a été votée à 99% par les actionnaires. Donc c'était pas lié à Emmanuel Faber. Mais non, les actionnaires ne sont pas des gens comme ça, des méchants qui vont tout à coup prendre des mesures contre-productives, un jour voter les engagements environnementaux et puis un jour les dénier. Non, ce qui est intéressant de voir, c'est que justement ces engagements-là vont survivre au départ d'Emmanuel Faber. Ce qui se passe avec Emmanuel Faber aujourd'hui, c'est qu'il y a eu, à mon avis, 2 erreurs importantes. Une première qui est de mal communiquer autour de sa restructuration et qui a fait dire que la société à mission n'était pas forcément le bon système, mais si une entreprise à mission, une société à mission, Tenzing est société à mission, donc on connaît bien le sujet, doit faire des bénéfices pour pouvoir financer la transformation pour réussir à aller vers sa mission. Et dans les engagements d'Emmanuel Faber, il n'est pas de réduire le chômage en France. Donc les 1400 personnes qui ont été, on va dire, fait l'objet d'un plan de restructuration, c'était pour aller dans le sens de l'économie circulaire, pour rapprocher son de décision au niveau local. Donc si la communication avait été faite pour mettre en perspective ces restructurations par rapport aux engagements d'Emmanuel Faber, déjà, on aurait eu moins de critiques d'opposition entre capitalisme et comportement de l'entreprise. Premier sujet. Deuxième sujet, Emmanuel Faber, alors là, pour le coup, je ne connais pas l'intimité de Danone, mais on parle d'un caractère un peu autocrate. Il y a eu plusieurs départs, effectivement, un management très dur. Donc une espèce de dissonance entre la personne et potentiellement la mission, puisque dans les engagements, il y a de l'économie inclusive, il y a l'implication des collaborateurs, etc. Cette dissonance-là, quelque part, la mission et la décision des actionnaires protègent l'entreprise contre cette dissonance-là. Et quelque part, c'est peut-être au contraire parce que Emmanuel Faber n'incarnait pas suffisamment cette espèce d'engagement qui sont pris dans la durée qu'il a été évincé. Et dernier point, ça pose néanmoins la question pour les actionnaires, de la répartition de la valeur. On dit souvent qu'il y a des fonds activistes qui veulent plus de rentabilité, mais eux-mêmes, les fonds activistes, sont pris dans des engagements qui sont contradictoires, rémunérer leurs propres actionnaires, le salarié de l'Arkansas qui, lui, veut du rendement pour sa future retraite. D'accord ? Et puis le fait de bien prendre conscience que sans durabilité dans les investissements, ils n'y arriveront pas. Et donc c'est cet équilibre-là qui se joue avec Danone, et c'est pour ça que je crois au contraire que ce qui se passe chez Danone va servir l'entreprise à mission, parce que ça fait avancer tout le monde, en fait. Vous êtes d'accord, Éric Heyer ? Parce que ça a fait réagir beaucoup de personnalités de gauche qui aimaient la figure d'Emmanuel Faber. Oui, parce qu'il a tenu des très beaux discours. Effectivement, il y avait le discours qui était assez séduisant. Alors bon, il y avait aussi un certain nombre d'éléments. Enfin, Danone était historiquement un peu dans cette ligne-là. C'est pas uniquement Emmanuel Faber. Donc on aimait cela, on aimait ce discours-là. Bon, ensuite, il y avait quand même des résultats qui n'étaient pas si catastrophiques. Alors certes, ils faisaient moins bien que certains concurrents, d'accord, mais ils avaient quand même des résultats positifs en 2020, c'est-à-dire en période de grande crise économique. Donc on ne pouvait pas dire que c'était non plus une catastrophe. Donc on se dit, tiens, très vite, on peut se dire, c'était pas suffisant parce que les concurrents faisant mieux, au lieu d'avoir 14 de marge, il faudrait qu'on ait 18 de marge. Mais il en faisait des moins bons parce qu'il faisait du social ou pas ? Mais c'est ça la question. C'est est-ce qu'il avait des moins bons résultats que Nestlé parce qu'il faisait du social ou parce qu'il a fait des mauvais choix stratégiques et il a pu faire, il a quand même changé souvent d'avis. Est-ce que c'était des spécialisations par produit, par zone géographique? Et donc ça, moi je suis bien à mal pour vous dire est-ce qu'il a fait des mauvais choix. Je sais pas. Donc est-ce qu'ils ont des moins bons résultats? Pour quelles raisons ils ont fait des moins bons résultats? Mais ça, c'était aux actionnaires à plus ou moins à nous le dire. Alors, c'est sûr que quand c'est des fonds activistes qui font des pressions, et on sait que ces fonds arrivent finalement il y a 1 an, 2 ans, donc on a toujours cette crainte qu'en fait, ils soient là dans le court terme, ils essayent d'avoir le maximum de résultats, puis partir. Mais c'est peut-être qu'une crainte, peut-être qu'effectivement, ils s'inscrivaient dans le long terme.
c'est pour ça que c'est assez compliqué. Et quand on est une entreprise de mission, il faudrait qu'il y ait une sorte de grille de lecture plus simple en disant voilà quels sont nos objectifs et est-ce qu'on les a atteints de ce point de vue-là. Et puisqu'on ne les a pas, on peut toujours dire tiens, on ne les a pas fait assez, etc. Donc aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose, ces entreprises. Donc il faudrait mettre un peu une sorte de tableau de bord aussi pas uniquement pour les résultats financiers, mais pour ces missions-là et pour voir si l'un a été au détriment de l'autre. Mais là, vraiment, j'ai du mal à le dire. Et effectivement, on peut réagir d'un point de vue plus idéologique qu'autre chose. 10 secondes. Oui, mais c'est le cas en fait. Le comité de mission est là pour bien mettre en œuvre auprès de tout le monde que les objectifs qui sont pris, les engagements qui sont pris seront atteints. Et ce comité de mission chez Danone n'a pas été remis en cause. Donc moi je pense que cette crainte, parce qu'ils sont sociétés à mission, il n'y a pas à l'avoir. Les actionnaires ont pris acte que demain, ils auront des engagements à tenir. Et c'est le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Fin de cette émission, on se retrouve demain à 18h et à 22h30. En attendant, bonjour chez vous. Dès 7h30, Oriane Mancini recevra l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Je vous souhaite une excellente soirée sur Public Sénat. Revoir ce programme en replay sur publicsénat.fr. Dans la crise sanitaire, les élus locaux, eux aussi, sont en première ligne. Confinement, déconfinement, couvre-feu, pas simple d'appliquer localement les consignes venues d'en haut. La relation entre les maires et les services de l'État s'est souvent tendue. Quel est le meilleur échelon pour traiter des questions de santé ? Ce sera notre débat de la semaine autour de notre film « Mon maire reconfiné » cette semaine dans Un Monde en Doc. Un Monde en Doc, samedi à 21h sur Public Sénat.